Donc, chère Nourit, j'aurais voulu être avec vous aujourd'hui car ton film m'a bouleversé et qu'il fait écho au film que je tourne moi-même en ce moment sur la poésie comme acte de résistance au Soudan. J'ai dû partir précipitamment, car mon ami Mouzamil a été arrêté et emprisonné à Khartoum avec les jeunes de son association pour avoir peint sur les murs de leur maison les jeunes assassinés par l'armée qui tire à balles réelles sur les révolutionnaires qui manifestent depuis plusieurs mois contre le coup d'État. Chaque portrait est accompagné d'un poème dédié, car en ce moment au Soudan, les jeunes meurent pour la liberté. Le procès du jeune peintre Mouzamil aura lieu mardi prochain. Les militaires assassinent et ce sont de jeunes artistes que l'on emprisonne. Ton film Nourit m'a replongé dans mon enfance. J'ai grandi entre plusieurs langues, le dialecte marocain que me parlait ma mère, le dialecte tunisien que me parlait mon père, et le français que j'ai appris en arrivant à l'école. Quelle émotion d'entendre Jonas prononcer en dialecte marocain des mots qui ont bercé mon enfance. De voir que le petit-fils fasse revivre la langue de son grand-père. J'ai souvent rencontré des juifs marocains qui refoulaient leur part marocaine, sans doute parce que la séparation avec le pays d'origine était trop douloureuse. Voir Jonas se réapproprier son héritage et faire de la Dalija son objet d'étude, montre qu'une réconciliation est possible. Ton film Nourit nous parle d'exil, souvent forcé, et du désir de réparer la perte en gardant une trace de ces histoires. Comment conserver ce que ceux qui nous accueillent voudraient nous faire oublier? Derrière chacune de ces histoires se cache la violence des États, qui détestent le multiple et nous obligent à cultiver le même, à effacer nos différences dans un processus d'uniformisation. Oublier qui je suis, oublier la langue de l'enfance pour se conformer aux dictats des doctrines de l'identité une et unique. Ce qui m'a bouleversé dans ton film, c'est la manière avec laquelle chacun de tes protagonistes sublime la douleur et la perte par la création littéraire, l'œuvre d'une vie pour réparer les souffrances passées. C'est là que je fais le lien entre ton film et le mien. Nourit, tu nous parles de ces mots qui restent. De mon côté, je dirais que pour les Soudanais, il ne reste que les mots, après 30 ans de guerre civile et de massacres. Nous sommes la braise qui ne s'éteint pas, entend-on dans les rues de Khartoum. Enfin, ce qui m'a ému dans ton film, c'est cette circulation entre l'arabe et l'hébreu dont j'ignorais l'étendue. Ton film est en creux une critique de l'État d'Israël qui a imposé à ses citoyens une langue qui n'était pas la leur. Les habitants d'Israël viennent du monde entier, mais quand ils arrivent, ils reçoivent rapidement l'injonction d'oublier leur langue d'origine, de gommer leur accent. L'écrivaine et la poétesse musicologue israélienne qui clôture le film représentent la résistance à cette uniformisation, et comme ton film, elles font l'éloge du cosmopolitisme qui était si cher à Abdelwahab Meddeb, mon père, qui nous a présenté et qui était ton ami. J'écris ces mots en arrivant à Niyala, au Darfour, où je viens pour la première fois. Une région martyrisée par le régime islamiste d'Omar al-Béchir, qui a massacré des tribus africaines et qui a imposé la langue arabe dans un pays où on compte plus de 500 ethnies et où l'on recense plus de 117 langues. La langue maternelle, donc d'une partie des gens de ma famille marocaine, c'était cette variété d'arabe qu'on appelle aujourd'hui judéo-arabe. Mais cette appellation, elle est assez moderne. À l'époque, on disait l'arabe, ou les musulmans disaient l'arabe des juifs. Voilà. Et les juifs avaient l'habitude de dire notre arabe, l'arabia dielna, notre arabe. Eh bien moi, c'est la deuxième fois que je le vois en grand écran. Ça doit être un des films que j'ai le plus vu de ma vie, je crois. C'est Jonas qui a fait la traduction, les sous-titres en français. Donc il a vu beaucoup de fois. Hein. Vraiment beaucoup. Mais à chaque fois, on voit quelque chose d'autre. Et je trouve ça assez extraordinaire, puisque justement, j'ai beaucoup travaillé sur le film. Donc je t'ai suivi vraiment dans quasiment toutes les étapes de la création. Et dimanche, quand je suis venu pour la première fois le voir sur grand écran, je me suis rendu compte que je le regardais différemment. Bon, ce qui est assez attendu. Mais je me suis concentré sur d'autres aspects. Et j'ai été très agréablement surpris sur plein de nouvelles choses auxquelles j'avais pas fait attention. Je crois que justement, je me suis vraiment concentré au départ sur la fonction que j'avais. Et d'ailleurs, elle a changé pendant le film. C'est-à-dire qu'au départ, tu m'as contacté à travers Arnaud, c'est ça? Je crois que c'était... pour que je vienne travailler sur le film, et puis petit à petit je suis devenu... Non, c'est lui qui a fait les sous-titres pour Yiddish. Donc vous êtes tous les deux à INALCO, c'est ça? Oui. Je suis, lui est complètement à l'INALCO. Moi je suis en partie à l'INALCO et surtout à l'Université de Strasbourg. En fait, je dois dire que j'ai eu beaucoup de mal aujourd'hui
à me demander de quoi j'allais parler ce soir. Il y a énormément de choses à dire, mais justement, ma position est assez particulière. Parce que, comme je le disais à l'instant, j'ai vraiment été là toutes les étapes. Et puis, au milieu, je suis réintervenu, mais en parlant de mon histoire familiale, donc de quelque chose de beaucoup plus intime, ce qui était une épreuve. D'ailleurs, je pense que tu te souviens de la journée, qui a été la journée de tournage qui a été un peu compliquée pour moi. Parce que les gens croient que c'est un entretien, comme ça. Comment faire un entretien maintenant? Alors justement, est-ce que tu veux expliquer un petit peu comment ça se passe? Ah, je ne sais pas. Mais c'est-à-dire que c'est vraiment pour moi, vous autres, vous faites pour moi c'est une performance que vous faites, que j'aurais pas pu faire. Hein. Vraiment, je crois pas que j'aurais pu le faire. Et que vous avez, on parle beaucoup, c'est ça, avant. C'est pas avec toi, c'est pendant un an. Il y a des conversations et des conversations de quoi on va parler et comment ça va être fait. Mais il y a un temps qui est donné. Et il y a plusieurs prises qu'on fait. Et que c'était jamais, je crois que jamais, dans tous mes films, jamais la première prise c'est la bonne. Je crois que pratiquement jamais. Donc, c'est plus un travail comme si c'est des acteurs. Et tu te rappelles que je dis vraiment que c'est interdit d'apprendre par cœur. Parce que si quelqu'un apprend par cœur, je me rappelle dans un film, quelqu'un a appris par cœur. Dans un film, la personne n'est pas dans le film parce qu'elle a appris par cœur. Et dans un autre, il fallait tout changer et recommencer, changer toute la structure pour qu'on arrive à défaire cette histoire d'apprendre par cœur. Ah oui, bon, pour moi, ça a été une vraie difficulté, puisqu'au bout d'un moment, on en a aussi beaucoup parlé. Donc, en fait, je connaissais à peu près par cœur. Et donc, il fallait arriver à faire l'inverse. J'avais le texte qui me venait, il fallait que je m'en détache. La grande difficulté pour moi, vraiment, ça a été... Bon, jamais on a parlé cuisine. Hein. Pour moi, la grande difficulté, ça a été d'arriver à parler de judéo-arabe sans rentrer trop dans le détail. Ce que, à chaque fois que je me revois, je me dis, en fait, non, j'ai l'impression de donner un cours sur le judéo-arabe. C'est difficile de se voir en général, mais là, quand je regarde les autres intervenants, je me rends compte qu'ils parlent... j'ai l'impression qu'ils parlent avec plus de facilité de leur intimité. Et concrètement, moi, j'étais très mal à l'aise de parler de judéo-arabe sans parler de mes prédécesseurs. J'avais envie de faire des notes de bas de page, d'expliquer qui m'avait formé, etc. Et j'ai vraiment eu cette impression de l'imposture de parler de ça sans parler d'eux. Donc ça a été beaucoup de discussions, effectivement, entre nous pour arriver à... Oui, de ne pas faire référence, comme on fait à la fac, voilà. etc. Mais justement, ça m'a fait réfléchir à quelque chose. Je dois dire, bon, il a fait plusieurs fois la prise, et Jonas. Et tout d'un coup, je ne sais pas ce qui s'est passé comme un miracle, je dis, bon, ça fait court, je ne sais pas, pour moi là, ça fait pas court, parce qu'avant, c'était pas, il disait les choses, c'était tout bien au niveau du contenu. Mais au niveau du rythme, ça faisait des coupures comme dans des cours. Avec un fin, je me rappelle très très bien, avec chaque fois pointer la fin, et tout d'un coup, je ne sais pas ce que je t'avais dit, j'avais dit quelque chose. Tu m'as dit qu'on avait la prise. Qu'elle était bonne celle d'avant, mais c'était pas que ça. Je t'avais aussi, je me rappelle que tu as fait, je me rappelle ton œil qui a fait comme ça, que tu avais compris, et tout d'un coup, il y a, je ne sais pas là combien, mais beaucoup, et tout d'un coup, tout a changé. C'est-à-dire que, mais c'était pas au niveau de contenu, c'était au niveau de rythme, au niveau de tes mouvements, au niveau de la manière que tu, c'est-à-dire comment tu as bougé, comment c'était ça et c'était très facile au montage parce qu'il n'y avait qu'une, donc ça va. Hein. C'est-à-dire, il fallait. Et je n'ai même pas regardé les autres, mais c'était étonnant comment tu étais différent, comment tu habitais ton corps différemment. Moi, je dis, avec lui, c'est vraiment un exemple comme un miracle, là, tout d'un coup. Et c'est vraiment comme on joue la musique, c'est les mêmes notes. On fait un jour, on joue, et un jour, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes notes. Hein. Ah oui, je crois qu'il y avait vraiment cette difficulté d'être entre deux choses. Mais d'ailleurs, justement, je réfléchissais sur le choix de tes intervenants. Dans ce film en particulier, dans Yiddish, le film précédent, il s'est passé un petit peu autre chose, puisque finalement, l'axe à travers lequel tu abordes le film était déjà d'une originalité qui a surpris beaucoup de gens. Beaucoup de gens étaient allés voir un film sur le Yiddish. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est l'occasion de vous dire qu'il passe
ici, mais c'était sur la poésie yiddish d'avant-garde. Et il y a des jeunes gens qui parlent chacun d'un poète ou une poétesse de ces années-là, 20, 30 surtout, et de cette poésie yiddish d'avant-garde. Mais les gens qui en parlent, c'est des jeunes gens aujourd'hui qui ont l'âge à peu près qu'avaient les poètes qui ont écrit à l'époque, et pour aucun d'eux, c'est la langue maternelle. C'est-à-dire que tous les intervenants, c'est des gens qui ont rencontré cette poésie et la langue en cours de route, adultes. Hein. Et voilà, donc c'était une partie prise qui était le contraire de ce que... Absolument. Et justement, je trouve que là, il y a quand même une autre surprise. Et je me suis demandé si ça n'avait pas été une difficulté au niveau du texte et puis de la construction de chaque intervention. Puisque finalement, quand on regarde ces 6 intervenants, il s'agit de choses, ça n'a rien à voir avec le film précédent, puisque là, il s'agit justement pour les 6 de langues de famille, donc à différentes... ou des langues vécues, ou des langues des parents, ou des langues des grands-parents. Mais les 6 personnes que tu as choisies, c'est des gens qui ont déjà fait quelque chose de cette question-là. Il y a une anthropologue. Oui. J'ai choisi justement des gens, oui, bien sûr, c'est un choix. Qui ont fait quelque chose avec cette langue. Mais ce qui est intéressant, qu'en cours de route, j'ai compris que la 2e génération, et toi tu as la 3e, mais qu'il y a quelque chose qui m'intéressait plus, presque pas plus, parce qu'il y a quand même Naouri et Lynn Amsalem qui parlent la langue. Mais il y avait autre chose sur la génération. Parce qu'au début, je cherchais un peu les gens qui parlent encore la langue. Mais après, quand j'ai rencontré des gens pour qui c'est la 2e génération et il n'y a que des mots qui restent, comme ça, des bribes, et qu'il y avait quelque chose de plus intéressant, que c'était d'une manière intéressante plus corporelle, parce que justement la langue n'était pas comme une langue de communication, et que... ces mots qui restent ont fait un cheminement avec lesquels ils ont fait autre chose. Hein. Et ils sont quelque part jusqu'à la dernière où ça c'est avec la langue, c'est que la musique qui reste, et elle fait pour l'intonation entre la mère et la grand-mère, et avec ça, elle fait sa musique. Hein. Mais déjà, Zohar avant parle combien c'est corporel, hein, combien c'est... Elle dit que c'est comme... Mais elle insiste, elle dit c'est parce que la langue était que parlée, qu'elle n'était pas écrite pour eux, et qu'en fait, il n'y a que des mots. Hein. Mais justement, chez toi, il y a quelque chose... autre chose. Tu as un cas de figure qui ressemble ni à l'un ni à l'autre. Et justement, j'apparais plus ou moins au milieu. Il y a quand même une évolution à travers le film qui est saisissante, avec la première intervenante qui parle dans la langue. Et justement, le film s'appelle Des mots qui restent. Et finalement, plus on avance, plus les mots s'effacent. C'est ça. Il y a quelqu'un qui a dit l'autre jour que le film se déshabille. C'est-à-dire qu'en fait, et je ne sais pas... je ne sais pas si c'est vrai, mais les psychanalystes, moi je ne sais pas, mais il a dit qu'il y a quelque chose qui ressemblait qu'au début, dans les psychanalystes, on écoute le contenu et lentement, on arrive à écouter plus le rythme et l'émotion des patients à travers le rythme de sa parole. Et que c'est en effet, c'est le même mouvement, quoi, dans le film. Je me suis pas... Il a dit ça l'autre jour. Mais justement, je trouve qu'on pourrait le regarder dans les deux sens. Moi, j'ai été assez saisi aussi la dernière fois, quand je suis venu le voir dimanche, qui était une séance avec 2 intervenants psychanalystes, à quel point ce qu'ils avaient plus frappé, c'était les dernières interventions. Moi, quand j'ai travaillé sur le film en tant que linguiste, ce qui me frappait le plus, c'était les premières. Parce qu'il se passe exactement l'inverse. Si on le regarde dans l'autre sens, moi je trouvais extraordinaire l'intervention de Lynn Amselem en Haketiya. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a quand même peu de témoignages, et puis ce mélange, et puis ces emprunts qu'elle fait à l'arabe, ces emprunts qu'elle fait à l'hébreu. Ensuite, quand Aldo Naouri parle de ses incompréhensions dialectales, d'ailleurs lui commence à introduire un petit peu certains éléments de psychanalyse. Et là, j'ai mon côté linguiste qui réapparaît forcément, où justement, je me dis, il y a pas mal de choses qu'il dit qui sont ces associations, mais il le dit, c'est lui qui travaille ça plus tard. Moi, à chaque fois que je vois le film et que j'entends que Hassan veut dire coiffeur, j'ai toujours une partie de moi qui me dit non, ça veut dire barbier. Mais peu importe, puisqu'en fait, effectivement, lui parle de son histoire avec cette langue et de ce qu'il a construit plus tard dessus. Voilà. Et les malentendus, c'est-à-dire que chez lui, bon, parce que entre les judo-lébiens et l'algérien, qui n'est pas judo-algérien, parce que les juifs ont parlé
Tout à fait. On parlait le français. Mais comment la mère arrive à... Et les malentendus qu'il y a, les malentendus dont il se rappelle. Hein. Et son témoignage est très important à mon avis parce qu'il pose aussi toute la question de la représentation de la langue. Et c'est là aussi que ça rejoint quelque chose sur la psychanalyse, puisque finalement il dit beaucoup de choses. Il fait partie d'une génération qui est partie, en fait il parle de l'exil, c'est-à-dire qui est partie avec sa langue, qui s'est décontextualisée. Deux fois, une fois vers l'Algérie, ensuite vers la France. Donc en fait il fait un certain nombre de remarques qui font penser en fait à ce que lui, en fait c'est ce que lui met sur le judéo-libyen. Il s'agit d'un locuteur qui ne connaît pas en fait l'arabe libyen parlé par les musulmans. Et finalement, il y a des choses qu'il identifie comme étant spécifiques à son dialecte qui ne le sont pas tant que ça, mais qui le sont dans sa trajectoire à lui de l'exil vers l'Algérie, puis de l'Algérie vers la France. Donc on est beaucoup plus, mais assez souvent d'ailleurs chez plusieurs intervenants, en fait on ne parle pas complètement de la langue, on parle surtout de la transmission et de la représentation de la langue et de l'identité, de l'identification en fait, qui est faite de cette langue-là. Et je crois que ça a été ça qui a été compliqué pour moi. C'est qu'il a fallu que je prenne la parole en étant à cheval sur les deux. Mais il a bien fait, n'est-ce pas? Parce que tu amènes la dimension justement qu'on puisse un tout petit peu comprendre. Et je trouve formidable avec la Haggadah, dans lequel il y a tous ces Haggadah, qui a un texte qui existe sous toutes ses formes dans le monde entier, et dans tant de langues. Hein. C'est extraordinaire. Ah oui, c'est vraiment un cas pratique de dialectologie arabe, d'étude et de comparaison du même texte dans différents dialectes qui est extraordinaire. On a un nombre de versions absolument presque innombrables. Bon. On passe un peu la parole? Oui, si quelqu'un veut la prendre. Alors, une minuscule question phonétique, dont j'imagine sans doute la réponse, mais je veux quand même que vous me la donniez. Quand vous parliez de cette réduction du che et je et ce aux e dans ce dialecte judéo-arabe, dans le contexte arabe autour, il n'existe pas du tout. Eh ben ça, c'est une très bonne question qui renvoie à la représentation que se font les locuteurs, puisqu'en fait, il s'agit d'une vieille manière de parler l'arabe, pas que chez les juifs, en fait, historiquement. C'est une vieille manière de parler l'arabe dans les villes du nord de l'Afrique du Nord. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que dans beaucoup de ces villes, il y a eu un exode rural assez important et que la plupart des musulmans se sont mis à parler un dialecte marocain ou algérien hybride qui mélangeait le vieux dialecte urbain avec celui de ce qu'on appelle l'aroubia de la campagne dans beaucoup d'endroits. Donc finalement, pour beaucoup de gens, il s'agit d'un accent juif. Historiquement, c'est pas le cas. C'est une vieille manière de parler l'arabe. Mais aujourd'hui, si vous parlez l'arabe comme ça, les gens vont vous dire que vous avez un accent juif. Juste un truc par rapport à ces che et ce, c'est-à-dire que c'est étonnant parce que c'est l'histoire de Shibboleth dans la Bible. Je ne sais pas si vous vous rappelez avec l'histoire de la tribu d'Éphraïm, hein, et que en fait, comme ils ne savaient pas dire le che, ils ont dit le ce. Et dans ce cas-là, ils étaient assassinés parce que c'était l'ennemi. Et c'est ça. Le Shibboleth, hein, enfin Derrida écrit là-dessus, etc. Mais c'est à partir, et c'est vraiment le che et le ce, c'est la même histoire. Donc en fait, Bnei Ephraim, ils ont zuzoté, comme moi j'ai fait. Ouais, je suis un peu étonnée, Nourrit, que vous parliez donc de la langue arabe et que vous occultez la langue berbère, qui est quand même très chargée de terminologie commune à la langue, on dirait hébraïque ou autre, mais je suis un peu étonnée que vous parliez plutôt de l'arabe, parce qu'il me semblait quand même que... Voilà. Je suis très habitué à répondre à ça. Oui, alors voilà, l'enseignant. Parce que moi, je ne parle pas l'arabe, mais je parle le berbère, et il y a énormément de termes communs à la langue hébraïque dans cette langue. Comme par exemple Sadera, il y en a plein, quoi. Dis-le. Bah, alors ça, c'est de l'arabe. Emprunté en berbère. Alors, mais alors, et pourquoi ça ne serait pas emprunté Parce que c'est un terme très commun dans toutes les langues sémitiques dont font partie l'hébreu et l'arabe.
sadaqa, c'est cette racine-là, quoi. Ouais. Ce qui est compliqué en berbère, c'est qu'il n'y a plus aujourd'hui de langue berbère qui soit déconnectée de la langue arabe, et depuis 12 ou 13 siècles. Donc en fait, énormément de mots dont on estime qu'ils sont communs entre l'arabe et le berbère sont très souvent en fait des emprunts mutuels. Hein. En arabe marocain, algérien, il y a beaucoup de mots de berbère. Maintenant, à mon avis, dans le film, pourquoi on ne parle pas de berbère, c'est plus une, historique et social, qui est que la langue berbère dans les communautés juives était principalement une langue rurale, ce qui n'est pas le cas partout, mais chez les Juifs, c'était une langue des ruraux, et qu'il y a eu aussi un exode rural important. Ce qui fait que dès le début du XXe siècle, il ne reste quasiment plus de berbérophones juifs en Afrique du Nord. Il y en a, mais presque plus. Bon, juste parce que quand je suis au Liban ou ailleurs, c'est plus du tout la même langue, quoi. Voilà, je constate ça au Maroc. On parle de langue arabe, mais en fait, les gens qui vous parlent au Maroc, en fait, vous disent que ce n'est pas la langue arabe qu'ils parlent. Voilà. Ce que je voulais dire, que moi, au départ, peut-être le point de départ était les langues diverses, mais après, je me suis plus occupée. Je me suis occupée de gens que je trouvais. Il y a 3 Marocains dans le film, et je dis tant pis. C'est-à-dire, ça devenait les gens que je trouvais qui disaient des choses intéressantes par rapport aux mots qui restent et qu'est-ce qu'ils en font. Hein. Et j'ai plus cherché à avoir. Je me suis dit 3 Marocains, il n'y a pas un Tunisien, il n'y a pas un Algérien, etc. Et donc j'ai laissé tomber l'idée d'avoir de chaque langue. Il y a 3 Marocains. Non, mais le Maroc, c'est intéressant parce que c'est vraiment le bout du continent de ce côté. On voit, enfin, et puis il y a une variété phonétique au Maroc incroyable. Mais voilà, oui. J'entends ce que vous dites. J'aurais dû venir te voir. Oui. Ça, c'est vrai. Après, beaucoup, on trouve ces acteurs. Hein. On se connaît. Oui. Mais bon, si bon, ici, dans le film, j'ai parlé avec des langues que les Juifs ont parlé. Mais je suis vraiment arrivée via la lettre. C'est-à-dire, c'est pour ça que je donne la place. C'est-à-dire que je ne me suis pas dit les langues juives, et maintenant... Et en plus, il y a tout un truc quand on apprend, c'est-à-dire qu'aux universités, il y a maintenant le Jewish Studies, et c'est pas quelque chose que je préfère, la position de toi, où ça fait partie de la dialectologie arabe. Là, les parler juifs, et pas qu'on fait Jewish Studies. Mais moi, je suis arrivée par rapport, c'est-à-dire que la démarche était yiddish, ça s'écrit en lettres hébraïques. Je vais chercher d'autres langues qui étaient écrites en lettres hébraïques. Il se trouve qu'il y a des dizaines, c'est-à-dire toutes les langues, à un moment donné, étaient écrites en lettres hébraïques. Et je cherchais des gens qui peuvent me dire des choses intéressantes par rapport à leur vécu. Et voilà, donc c'est devenu ces gens-là, mais j'ai pas... Et c'est vraiment venu pour moi par la lettre hébraïque, c'est-à-dire le fait qu'il y a des langues qui étaient écrites dans ces lettres-là. Et qu'il y a comme... Ça veut dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de la traduction toujours dedans, parce qu'il y a la langue écrite dans l'autre lettre. Je sais que pour toi, c'est que la transcription. Et moi, j'ai un autre rapport à la lettre, quoi. Qui n'est pas linguistique. Sur la disparition des langues et leur sauvetage. Et là, dans le film, on voit que c'est dans les familles même que la disparition des langues se fait. Parce que, bon, couramment, on parle de la disparition des langues, mais à cause de l'enseignement, à cause de la langue officielle, qui ne veut plus des dialectes et des langues minoritaires. Là, l'élément premier de la disparition de ces langues, c'est l'exil. C'est-à-dire que pour qu'une langue survive, il faut qu'elle ait... Une langue, c'est éminemment social. Une langue ne peut pas survivre dans une seule famille. Il faut au moins une communauté. C'est le cas du judéo-espagnol, par exemple. C'est-à-dire qu'il s'est maintenu tant que les gens vivaient dans une communauté de juifs de langue espagnole, c'était que ce soit au Maroc ou dans les Balkans. Mais si ces mêmes gens, ces mêmes familles d'un coup arrivent en France, il n'y a plus d'environnement linguistique, donc la langue disparaît. C'est assez inévitable. Je voulais juste dire que pour moi,
Et les sujets, vous avez vu le film, il est en creux, c'est-à-dire la disparition de la langue en creux. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est ce qui est vivant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec ce qui reste, hein, et pas tellement dans la lamentation de langues qui sont en train de mourir. Ceci dit, Naori m'a dit qu'il n'a plus aucun interlocuteur, aucun. C'est-à-dire que... Moi, ce qui m'a frappé, c'est que au sein de la famille, je crois qu'elle était de Salonique, c'est la mère qui interdit de parler cette langue. C'est-à-dire qu'elle s'autorise à parler cette langue avec son frère ou des membres de sa famille, mais ou alors elle parlait au téléphone, je ne sais pas avec qui, avec sa propre mère peut-être, mais elle interdit à sa fille de répéter les mots. Elle la gronde quand elle utilise les mêmes mots, et ça c'est très frappant. C'est l'interdiction au sein de la même famille. Mais là, il y a un cas, mais là, c'est un cas spécial qui concerne la Shoah. C'est-à-dire que toute la famille, donc elle ne parle pas ni avec sa mère, parce qu'ils sont tous morts, ils sont dans les photos, ils sont tous morts. Et elle est la seule survivante, peut-être avec un autre cousin. C'est-à-dire qu'elle c'est ce que j'ai cru comprendre. Avec qui elle a parlé. Mais je crois que ça a à voir vraiment avec les sentiments de la culpabilité, de être la seule survivante, et elle a vécu ça très mal, et elle voulait mettre un... Oui, mais elle le raconte très bien quand elle voulait pas, c'est-à-dire elle voulait oublier la judaïté, donc elle a parlé avec les cousins qui restent. Et d'ailleurs, les cousins, il était l'autre jour dans la salle, c'est-à-dire les fils de ses cousins, et il avait 11 ans quand Anna avait 5 ans. Et il a raconté après, plus tard, que la mère, quand il avait 11 ans, a dit à lui, et si Anna demande quelle langue on parle, tu dis qu'on parle le français. Donc, elle voulait vraiment ne pas en parler. Hein. Mais elle n'a pas dit non plus qu'elle était juive. Hein. C'était ça allait l'un dans l'autre. Excusez-moi, je voudrais bien revenir un petit peu sur la perte des langues, qui n'est pas toujours due à un exil, ou alors une espèce d'exil intérieur. Je voudrais donner un petit exemple. Au XVIIIe siècle, quand des visiteurs du nord de la France allaient à Marseille, dans les salons de la haute société, on ne parlait que provençal. Et au XIXe siècle, Marseille a perdu de son indépendance économique et les choses ont beaucoup plus dépendu de Paris. Et à ce moment-là, les locuteurs de provençal se sont sentis diminués, en quelque sorte, et la langue a complètement changé de statut. Quand on pense aussi à ce qui se passait dans les écoles de Jules Ferry, où les enfants bretons ou auvergnats étaient pénalisés quand on les entendait parler sur la cour de récréation leur langue maternelle. Donc, enfin, disons que j'aimerais élargir, je trouve que ce qu'on a vu s'inscrit à une spécificité bien sûr immense, mais s'inscrit dans quand même tout un ensemble sur le sentiment qu'on peut avoir de sa langue et la honte qu'on peut avoir de sa langue, ou bien, voilà. Absolument, il y a plein d'autres cas de figure. Bien sûr, il y a aussi les rapports de domination entre langues. Dans la colonisation, il y a plein d'histoires de domination de langue. On parlait d'arabe et de berbère, il y a une histoire de pouvoir entre ces deux langues, évidemment aussi. Maintenant, l'idée, c'est qu'il s'agit de phénomènes sociaux ou politiques, mais que la vie d'une langue est liée à ça, est quand même liée, pas seulement au bon vouloir d'une personne ou d'une famille, mais ça va avec quelque chose de plus général, où justement ça se perd quand il n'y a plus rien de plus général. Je voudrais dire qu'il y a moi je suis originaire du Maroc, donc de Casablanca, et dans ma famille, on parlait... j'avais deux grands-mères qui parlaient l'arabe, et ma mère également qui ne parlait qu'arabe. Et donc, ma langue maternelle jusqu'à l'Alliance française, c'est-à-dire à 5-6 ans, c'était l'arabe. Et l'arabe a toujours
existait. Mes parents sont partis. Moi, je suis arrivé en France, j'ai fait mes études en France, mais mes parents sont partis du Maroc en Israël. Et en Israël, ils ont continué, comme il y avait les grands-mères, la mère, ils ont continué à parler l'arabe en parallèle avec l'hébreu sans absolument aucun problème, avec beaucoup d'aisance. Et nous, enfants, nous avons continué à parler avec nos grands-mères et avec ma mère l'arabe. Ma mère, petit à petit, a appris l'hébreu. Donc, elle parlait également en hébreu avec les petits-enfants. Mais l'arabe n'a jamais posé de problème. Le fait de parler en arabe marocain était tout à fait... dans quelle ville c'était ou dans quel endroit? En Israël. Eh bien, quand ils sont arrivés en Israël, ils étaient dans le sud. Ils étaient au Fakim, donc ville qui se développait, qui démarrait de zéro. Et il n'y a jamais eu de complexe quelconque à parler l'arabe. Ça faisait partie. Ensuite, bien sûr, il y a eu même les petits-enfants qui ont fait des carrières extraordinaires. Ils ont appris l'arabe avec leurs parents. Bon, mais vous voyez, c'est-à-dire que quand les gens témoignent, c'est extraordinaire parce que, et c'est pour ça qu'il ne faut jamais prendre à la lettre les témoignages, parce qu'à côté, il y a quelqu'un qui raconte le contraire. Et puis ça dépend de la région. Eux, ils étaient dans le sud, au Fakim, une ville qui se développait. Il y avait une population marocaine très importante, et donc ils étaient dans un cadre tout à fait normal, c'est comme s'ils étaient à Casablanca. Et l'intégration et le parallèle à la fois arabe-hébreu n'a jamais posé de problème. Et c'est extraordinaire d'entendre ça, parce que dans le film, je ne sais pas si vous vous rappelez, d'une langue à l'autre, il y a Chaim Ouliel qui est un chanteur, qui témoigne, bon, c'est un film que j'ai fait il y a 20 ans, à peu près, qui témoigne qu'il parle de Sderot, qui n'est pas très loin d'Ofakim. Oui, absolument. Et il dit ceci, que les gens ont écouté la radio, ils écoutaient l'arabe, les chansons en arabe, mais ils ont tous mis les radios, il parle de lui-même, il dit que chez lui, on m'a mis la radio bas, parce qu'ils avaient honte, mais tout, c'est-à-dire tous ont fait la même chose, c'est-à-dire une ville entière où on met la radio en arabe bas parce qu'on a honte et qu'il y a, mais c'est pas les voisins parce que les voisins sont pareils. Donc je trouve ça extraordinaire. C'est comme s'il y avait les grandes autres là et il raconte ça que tout le monde a mis bas la radio parce que ça a été en arabe. Donc lui il témoigne d'une ville entière qui met pas la radio. Alors moi je témoigne d'Ofakim parce que je suis allé à la synagogue à Ofakim, donc j'allais régulièrement à Ofakim voir ma famille. Mon père était rabbin et donc il officiait et il y avait des discours en arabe, de la discussion en arabe qui n'a jamais posé de problème. Ceci dit, mon oncle est parti en 48, c'est-à-dire le frère de ma mère est parti en 48 en Israël et il était maire d'Ofakim pendant 15 ans. Donc l'arabe marocain n'a jamais posé de problème. Bon, mais tant mieux. Non, mais c'est-à-dire que moi, je peux juste dire que moi, je parlais avec mes parents à la maison l'allemand. Ma soeur, qui a 5 ans de moins, les parlait plus du tout. Les parle pas du tout. Moi, je les parle. Mais et d'une famille à l'autre, par exemple dans les kibbutzim, c'était beaucoup plus fort d'imposer l'hébreu qu'ailleurs. Et c'est pas parce qu'on l'a imposé, parce que moi j'ai attendu toutes les langues à Tel Aviv, c'est-à-dire que ça foisonnait des langues. Hein. Donc cette interdiction, il y a ceux qui ont... Dans les kibbutzim, c'était très fort. Hein, cette interdiction. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons grandi avec arabe-hébreu. C'est-à-dire moi j'ai appris à lire l'hébreu à 4 ans, avant toute chose. J'ai appris toutes les prières à 4 ans, puisque mon père était rabbin. Donc... Je voudrais juste quelque chose sur l'alliance israélite, parce que ça, c'était une des causes pour lesquelles on a arrêté d'écrire en lettres hébraïques. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, en Turquie, dès qu'il y avait les alliances, il y avait plein de gens qui ont témoigné que l'alliance israélite, on est allé à l'école en français, déjà, et puis on a appris à écrire
en lettres latines. Et puis c'était fini avec écrire ces langues en lettres hébraïques, entre autres à cause de l'Alliance israélite. Et puis on a appris le français, etc. etc. Donc, et en repoussant les langues locales. Et l'Alliance israélite a beaucoup fait pour oui, c'est-à-dire que ça allait de pair avec l'idéologie coloniale, mais aussi avec l'esprit républicain. C'est-à-dire que c'est un peu les deux. L'Alliance israélite, en général, les Juifs marocains ont un regard qui est un peu partagé dessus. L'Alliance, oui, pardon. Comment ça s'appelle? L'Alliance israélite universelle. Oui, mais qui était française. Qui était française, oui, c'est un mouvement français. Dans les pays différents. Beaucoup dans les pays du monde arabo-musulman. Et les gens ont un regard qui est un peu partagé dessus, puisque c'était donc un mouvement qui se voulait, comme il le disait, venir en aide à nos frères juifs d'Orient, et qui avait toute l'ambivalence que peut avoir un mouvement de ce genre-là. C'est-à-dire que parfois, quand on parle à des gens qui venaient de villages très pauvres du sud du Maroc, ils ont plutôt accueilli l'Alliance israélite comme des gens qui les ont sortis de la misère, et en même temps qui leur a coupé l'herbe sous le pied en cassant complètement les langues maternelles, l'enseignement traditionnel, etc. Il y a d'ailleurs 2 endroits au Maroc où la communauté juive, en fait le monde religieux juif a refusé l'implantation de l'Alliance israélite. 2 endroits en Afrique du Nord, pardon, c'est Debdou au Maroc et Djerba en Tunisie. Que ce soit Debdou et encore plus Djerba, justement, on a vu que effectivement le déracinement était beaucoup moins fort, beaucoup plus long, en tout cas à Debdou, et à Djerba, c'est aujourd'hui peut-être la seule communauté juive, disons, populaire qui vit toujours dans le monde arabe, dans un quartier juif, de façon traditionnelle et qui parle l'arabe. Il y a encore moi j'ai juste une question sur la question... pardon, il y a quelqu'un. Vous êtes où avec le micro? Sur la question religieuse, en fait, c'est un peu en lien avec ce que disait le monsieur. En fait, toi, Jonas, tu disais que quand tu étais à Montpellier, c'était l'hébreu et le judéo-arabe pour la liturgie, et la personne qui venait de Libye aussi disait la même chose. En fait, je me demandais dans quelle mesure la liturgie et la religion permettaient de conserver malgré tout les parlers, en fait. Parce que ça... Oui, c'est en lien. Quand on regarde l'histoire du yiddish, c'est très clair. Hein. C'est vraiment dans le monde orthodoxe que le yiddish est maintenu. Pour le judéo-arabe, il y a vraiment l'histoire de l'exil qui est assez différent. Et peut-être justement, la grande différence, c'est que le yiddish a toujours été vécu comme une langue éminemment juive. Ce qui n'est pas le cas du judéo-arabe. Le judéo-arabe, c'était la langue que les gens parlaient parce que c'était la langue naturelle que les gens parlaient. C'était leur langue, comme c'était aussi la langue du voisin musulman, c'était la langue arabe. Maintenant, ce qui a pu se maintenir dans la liturgie, ce dont j'ai parlé, ce dont parle Aldo Naouri, c'est qu'on a certains textes qui étaient traduits en arabe, pas tous, pas n'importe lesquels. La plupart étaient traduits, il existait une traduction qui était faite pour que les gens comprennent un peu de quoi on parle, donc en général on était sur du bilingue, on lisait le texte, celui qui avait vraiment une vocation, une valeur sacrée, c'est le texte hébreu, à la limite araméen, et l'arabe étant une traduction. Et certains textes, surtout ceux qui sont vraiment les textes de tout ce qui va se passer à la maison, principalement, eux avaient une traduction arabe qui était souvent beaucoup plus connue que l'original hébreu. Ça n'a pas vraiment permis de maintenir une langue, mais ça a fait que souvent, beaucoup de gens qui ne parlent pas du tout l'arabe connaissent quelques chansons en arabe dont ils se souviennent de leur enfance. Je ne sais pas si tu connais l'histoire de l'enseignement traditionnel juif, justement oui, dans les contrées berbères. Oui, c'est-à-dire que pour apprendre l'alphabet hébreu, ce que faisait le chef le professeur pour les enfants, c'est qu'il mettait les lettres en miel. Il traçait avec du miel la forme des lettres hébraïques et les enfants devaient lécher le miel pour s'imprégner de la lettre hébraïque. Moi, je pensais qu'ils ont mis les... Ah oui, ils ont mis le miel. Un tracé, les enfants devaient passer avec la langue. Bon, je trouve que là, on peut vraiment... Là-dessus, on peut s'arrêter. Merci beaucoup à vous.